Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Parfois, l'histoire d'un lieu minuscule raconte celle de toute l'humanité. Et c'est précisément ce qui se passe sur les rives de la Sicile, cette région pauvre du sud de l'Italie, cette île bordée par la Méditerranée et qui a vu son destin basculer le jour où des milliers de cadavres ont commencé à échouer sur ses rives. Parce que cette côte-là est le point d'arrivée de la route migratoire la plus létale au monde, celle qu'empruntent les réfugiés qui fuient par la mer la Libye et la Tunisie. Alors depuis 2014, c'est près de 24 000 migrants qui sont morts sur ce chemin de l'exil. Que deviennent ces corps qui souvent n'ont pas de nom? Qui s'occupe d'enterrer ces damnés de la mer? Et comment les habitants des villages côtiers gèrent-ils ce déferlement quotidien de cadavres et d'horreurs? Regardez ce reportage de Nicolas Palais et Daniela Stauffacher. On en parle juste après. Dans les cimetières de l'Italie du Sud, j'ai trouvé des tombes qui, à la place d'un nom, portent uniquement un numéro. Et chaque numéro représente une infime partie des milliers de migrants qui se sont noyés dans la Méditerranée en tentant d'atteindre l'Europe. Devant ces tombes inachevées, je me demande comment s'occuper d'un mort dont on ne connaît ni l'identité ni la religion. Je rencontre Antonio, le responsable du cimetière. Depuis des années, il s'occupe d'enregistrer et d'enterrer des femmes, des hommes et des familles entières dont personne ne connaît l'identité ici en Sicile. Où sont-ils ? Ici, nous arrivons au caveau de la famille Scolaro, qui les a accueillis. Ici, on a les photos. Donc ils font partie de ces... De ce naufrage, du grand naufrage, celui qui a détruit tant de familles. Et combien de personnes de ce naufrage sont arrivées chez toi ? Dans le nouveau cimetière, nous avons 86 personnes, entre adultes, enfants, garçons et filles. Une fois, tu m'avais dit que ça te rappelait une scène de guerre. Parce qu'on se retrouve en plein milieu d'une guerre, avec beaucoup de cadavres, beaucoup de victimes, beaucoup de pères de famille. La plupart sont jeunes, ils étaient tous jeunes. Quand on émigre, on n'a pas 80 ans ou 60 ans. Tu vois, par exemple, cette dame, elle devait avoir 25 ans, 27 ans, avec un enfant de 7 ans, 6 ans, pas plus. On est dans une guerre, et dans les guerres, les vieux, on les épargne. Ce sont les jeunes qui vont au front. C'était un traumatisme pour toi ? Oui, certainement. Ce petit bateau-là, il vient de la Libye. Il est parti en Libye avec 12 passagers qui ont voyagé aveuglement. Pendant la nuit, ils sont arrivés ici sur cette plage sicilienne. Ce voyage est extrêmement dangereux, difficile. Les gens risquent leur vie à tout moment. Déjà, les moteurs ne fonctionnent pas. S'ils ne sont pas équipés pour aller si loin, la Libye, c'est une grande distance. Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'eau. Ils sont serrés, ils sont coincés l'un sur l'autre. Il y a certains qui n'arrivent plus à descendre parce qu'ils ont été écrasés, asphyxiés. Il y a beaucoup de raisons pour mourir pendant un tel voyage. On estime que depuis 2014, 23 688 personnes ont perdu leur vie dans la Méditerranée en essayant de rejoindre les côtes européennes.
Là, je vais aller voir Don Stefano. Don Stefano a été le prêtre de Lampedusa pendant 6 ans. Et pendant ces 6 ans, il a vécu beaucoup de tragédies qui se sont passées devant ses yeux pratiquement. Et il se retrouvait plusieurs fois au port de Lampedusa avec des corps dont on ne connaissait ni la religion ni l'identité. Que s'est-il passé dans ce naufrage de 2013? Je me souviens très bien de ce matin du 3 octobre. J'entendais le bruit assourdissant des sirènes de la police et des ambulances. Nous avons compris que quelque chose de très grave s'était passé. On a rapidement été informé que pendant la nuit, un bateau avait chaviré juste devant l'île. Il y avait des disparus, il y avait des morts. On ne savait pas exactement ce qui était arrivé. Parmi ces corps, il y avait aussi des enfants. Je me souviens très bien de cette image parce que l'impression que j'ai eue, c'était comme si les enfants dormaient. Le nombre de morts a malheureusement commencé à augmenter petit à petit jusqu'à atteindre 368, si je me souviens bien. Ces corps, ils étaient comment? Beaucoup d'entre eux ont été retrouvés avec des chapelets ou avec des petites croix entre les dents. L'explication que nous nous sommes donnée à ce moment-là était celle d'un acte d'abandon ultime à Dieu. Beaucoup d'entre eux étaient chrétiens. Il y avait aussi quelques musulmans, mais la plupart étaient chrétiens. En général, vous ne pouviez pas savoir si ce numéro devant vous était une personne chrétienne ou musulmane. En règle générale, nous n'avons jamais célébré la messe car nous n'étions pas sûrs de l'origine chrétienne de la personne. Mais quand c'était possible, nous l'avons fait, soit avec un pasteur protestant, soit avec un imam musulman. Quand cela n'était pas possible, il y a toujours eu une prière pour l'autre, au-delà de son appartenance religieuse. Nous l'avons toujours fait, nous n'avons jamais laissé la personne sans une prière. Comment rendre la dignité à des personnes qui n'ont pas de nom, pas de religion? Ce n'est pas si simple. La dignité, plutôt que de la rendre, c'est quelque chose que nous pouvons préserver. Il s'agit d'une personne avec une histoire bien précise, avec un visage bien précis. Même si le visage a parfois été transfiguré, s'il a été défiguré par la mer. Je pense que leur dignité, on la leur rend en nous occupant du corps de l'autre, en traitant ce corps comme si c'était le corps d'une personne qui nous appartient, donc avec un grand respect, une grande compassion. J'ai souvent assisté à des recompositions de corps avant que ses frères et ses sœurs ne soient enterrés. J'ai remarqué avec quelle délicatesse œuvraient ceux qui faisaient ça, avec une affection fraternelle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les objets récupérés sur les corps à la suite du naufrage. Ici, ce sont des colliers, des bagues, des bracelets, des montres, des chapelets. Ces sachets de terre, ils ont une grande signification pour les gens parce que ils amènent ça pour avoir de la chance pendant leur voyage. Et ici, on a un chapelet. En fait, les gens, ils sont contraints d'amener avec soi un minimum, un strict minimum. Et la foi, elle fait partie de ce strict minimum. Ici, par exemple, on a un petit livre de prière. Et là, je vois qu'il y a
une écriture en arabe qui nous montre que c'est un Coran, c'est un petit Coran. Il y a un nom, Hattejeb, c'est Limal. Près de 10 ans ont passé depuis le naufrage. Est-ce que pour vous, il y a encore de l'espoir? Parfois, on reçoit des demandes. Mais après 10 ans, c'est peu probable. De toute manière, ces objets restent à la disposition des autorités judiciaires. C'est rare que les familles peuvent trouver leurs proches parce qu'ils ne savent même pas où s'adresser. Vous voyez, nous sommes ici dans une station de police à Agrigento. Comment je pourrais savoir que je dois appeler dans cette station spécifique de police, que je dois appeler à Agrigento pour savoir si mon frère a été trouvé mort dans la mer? Voici le dossier qui concerne le naufrage de 2013. Dans ce registre, on trouve que des numéros. 53, 10, 74. On a jusqu'à maintenant, donc 10 ans après, pas compris qui c'était qui est mort dans la Méditerranée ce jour-là. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça me fait? La même sensation que celui qui se retrouve avec beaucoup d'enfants. Maintenant, à mon âge, je peux dire beaucoup d'enfants, comme si dans un de ces cercueils, il y avait son propre enfant. Donc, ça nous touche forcément. Alors c'est important que lui, il a bien pu documenter tout ça pour retrouver les personnes qui sont décédées sur la mer ce jour-là. Sinon, si c'est mal documenté, ce qui est souvent le cas, les gens, ils disparaissent. C'est comme si ces gens mouraient 2 fois. Une fois sur la mer et une deuxième fois dans les cimetières car on ne les retrouve plus. Ce sont que des numéros? Il ne reste que des numéros. 39. Regarde cette combinaison. 29, 39, 49, tous du même côté. Et toi, tu espères qu'un jour ici, il y aura des noms? Tu gardes cet espoir? C'est un espoir perdu. Pour moi, je pense que c'est un espoir perdu. Les numéros vont rester. Je pense vraiment que oui. C'est ce qui m'intéresse dans ma recherche, c'est aussi de comprendre les gestes de solidarité de la population locale qui se retrouve devant un phénomène qui est beaucoup plus grand que le local en soi, qui dépasse les cimetières. Et donc, c'est pour ça que je vais me rendre ici au cimetière, pour faire connaissance avec une dame qui a fait un geste exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle a décidé d'héberger dans sa chapelle familiale un petit garçon du Nigeria. Ici, ce sont tous les migrants arrivés en 2005. Ils sont tous nos frères, nos papas, nos cousins. Ils étaient tous jeunes, ils avaient tous la vingtaine. Nous voici devant le caveau où nous avons accueilli Great, l'enfant de 20 mois qui est mort lors du sauvetage en mer en Méditerranée.
Son épitaphe résume les derniers moments de sa vie. Ce voyage, si tu regardes, il y a la mer et la terre ferme qu'on aperçoit à l'horizon. Tu vois la terre ferme? Et puis bien sûr cette épitaphe qui dit qu'il venait dans ce pays avec sa maman et son papa, à la recherche d'une nouvelle vie, loin des horreurs de la guerre. Cette décision a impliqué toute la famille. Nous sommes si heureux d'avoir cet enfant. Nous l'avons adopté et il vit avec nous parce que nous venons tous les jours à la chapelle. Le fait de l'avoir avec nous signifie que nous ne l'oublions pas. Alors chaque jour, nous nous souvenons de cette tragédie. As-tu été la seule à offrir une place dans le caveau familial ou il y a eu d'autres personnes qui ont fait pareil? Oui, je suis la seule. Oui, il n'y a pas eu d'autres personnes. Si tu choisis le système d'inhumation dans un caveau, c'est pour 50 ans au moins. Les caveaux étant anciens, il y a des générations entières dedans et ce n'est donc pas facile de trouver des places. Je pense que c'était un geste qu'il fallait faire de toute façon. C'est bon? Ok. Bonjour Daniela Stauffacher. Bonsoir, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse en sciences sociales aux universités de Fribourg et de Paris. Et c'est vous qu'on voit dans ce reportage, c'est à vous qu'on doit le sujet de cette émission. Vous êtes allée sur le terrain en Sicile, enquêter pendant 5 ans. Alors, votre but, au fond, c'était de répondre à cette question qui semble très simple. Qu'advient-il des corps des migrants qui meurent en Méditerranée? Alors, j'aimerais qu'on commence par ce que vous pouvez nous dire, nous témoigner de ce que vous avez vu très concrètement. Je rappelle juste un chiffre. Depuis 2014, on l'a entendu, c'est près de 24 000 migrants qui sont morts. Alors vous, racontez-nous un peu qui ça concerne, qui s'occupe de ces cadavres et comment ça se déroule très concrètement sur le terrain. Oui, moi, comme vous dites, j'ai fait la recherche en Sicile. J'ai passé pas mal du temps dans un petit village qui s'appelle Pozzallo. Il y a un port là. Et au début, je croyais que toute cette affaire était assez simple parce qu'au début, il y a un mort qui arrive, si jamais il arrive. Mais s'il arrive sur terre ferme, il y a un cadre juridique qui s'active. Il y a la police qui prend ça en main. Il y a un médecin légiste qui vient faire une inspection du cadavre et il est censé de faire un prélèvement d'échantillons d'ADN, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, en passant du temps là-bas, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui s'engagent envers ces morts. Par exemple, le médecin du port a toujours été très diligent à appeler son ami prêtre. Donc il a absolument voulu que le prêtre assiste à ces morts qui sont arrivés à Pozzallo. Et celui-là, il est venu pour faire une bénédiction, comme il m'a dit, en passant. Donc ça a pris 1 minute. Après, il y a aussi des questions logistiques qui se posent. Imaginez, quelquefois, il n'y a pas seulement une personne qui arrive sans vie sur les côtes, mais il y a 2, 3, voire 45. Ça, c'était à Pozzallo, il y avait 45 morts qui sont arrivés en milieu d'été, c'était en mois de juillet 2014. Comme un déferlement d'horreur, au fond. Oui. Et vous faites quoi avec 45 morts? Ça pose des problèmes logistiques qu'il fallait appeler, par exemple, dans ce cas-là, le fournisseur du poisson, qui était la seule personne qui avait un camion avec des selles froides pour pouvoir accueillir ces gens-là. Voilà. Bonjour Charles Heller. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur sur les politiques migratoires en Europe à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève et vous avez co-dirigé le projet Forensic Oceanography qui documente les morts en mer et vous venez de lancer à Genève une nouvelle organisation qui traite plus globalement de la violence aux frontières et elle s'appelle Border Forensic. Alors on entend
Charles Heller, dans ce que dit Daniela Stauffacher et dans ce qu'on a observé dans ce reportage. Au fond, on voit que ce drame majeur, ce drame politique, ce drame international est finalement résolu localement. Pourquoi est-ce que la gestion de ces morts est laissée à l'administration locale, à la population, aux citoyens qui sont parfois, comme on l'entend, comme on l'a vu, impuissants? On voit effectivement des pratiques très importantes et très émouvantes en fait de la part de certains de ces acteurs qui font de leur mieux pour gérer une situation qui les dépasse totalement. On voit aussi cette dame, par exemple, qui tente d'accueillir une personne morte au sein de sa famille en tant que mort et qui donc essaye de mettre à mal les frontières dans la mort. Donc ce sont des gestes humains extrêmement importants. Mais finalement, il n'y a rien d'étonnant à ce que la gestion des morts soit au niveau de la municipalité. Ce serait la même chose si une personne, un citoyen est retrouvé, italien est retrouvé mort dans une municipalité X. C'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que on est là dans des... la gestion des morts concerne des personnes dont les vies sont transnationales et dont l'identification ne peut être résolue au niveau local. Et là, on voit bien que la gestion locale de ces personnes décédées est totalement insuffisante et qu'il faudrait une systématisation de cette gestion et une centralisation de cette gestion à un niveau international pour permettre l'identification des décédés et d'identifier également leurs familles pour qu'ils puissent faire le deuil de ces morts. Daniela Stauffacher, un peu la même question pour vous. Pourquoi pensez-vous que la gestion de ces morts, de ce déferlement de cadavres dont on a parlé, est laissée finalement comme ça à la population locale, à l'administration locale? Oui, c'est comme vous dites, les gens sont distribués dans les cimetières siciliennes, donc dans des tout petits villages. Et ça, on peut se demander pourquoi effectivement on fait comme ça. Et mon analyse m'a apporté une réponse qui est assez choquante parce que moi je vois ça comme une partie d'une stratégie politique européenne. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce que si on met les gens, les morts, dans les mains des petites administrations et dans les mains des privés qui font des beaux gestes, comme tu l'as dit Charles, la femme qui accueille un garçon dans sa tombe familiale, ça a un effet très, très fort parce qu'on efface, on cache déjà la totalité du phénomène. Si une personne est mise à Favara et 2 personnes sont mises à Pozzallo, on ne voit jamais l'ampleur de la situation. On ne mesure pas. Non, on n'arrive pas à la mesurer. Et deuxièmement, on ne peut plus retrouver les individus précis. Non? Si on cherche une personne spécifique, on a du mal à la retrouver. Et donc, je vois ça, de donner la responsabilité au privé et aux administrations locales comme une stratégie politique européenne pour cacher le coût mortel des frontières européennes. Charles Heller, je ne sais pas si on peut parler de stratégie, mais est-ce qu'on peut parler de faille de la politique européenne ? En tout cas, je rejoins complètement Daniela Stauffacher dans le sens où les États comptent normalement les arrivées irrégulières. Et des agences comme Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes, on va reparler de Frontex. Comptent au niveau européen ces arrivées qu'elles construisent comme un risque. Par contre, ce sont jusqu'à récemment la société civile qui compte les morts depuis le début des années 90, puis depuis 2013 l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Et donc clairement, il y a une négligence institutionnalisée de la part des États et des agences européennes dans le compte d'une part de ces morts et clairement dans la mise en place de systèmes d'identification
des morts et de leur famille, qui ne peut être opéré au niveau local. On vient de voter ce week-end, la Suisse a voté pour maintenir, pour donner davantage de moyens à cette agence de garde frontière européenne qui est controversée, Frontex. Un mot, Charles Heller, sur cette votation-là. Peut-être ça va accentuer ce qui se passe déjà sur le terrain. Je dirais que la votation était une opportunité pour faire connaître l'agence et les violations systématiques dont elle est un élément central. Les citoyens suisses avaient une opportunité de remettre en cause la participation de la Suisse à cette agence. Ils ont au contraire décidé de confirmer cette participation, certainement également avec une certaine peur des implications par rapport à Schengen. Donc, ce qui est sûr, c'est que les drones de Frontex continuent de surveiller la Méditerranée centrale. Et surveiller, ce n'est pas veiller sur. Surveiller, ça ne vise pas à secourir les personnes. Surveiller les frontières par Frontex et par les autres acteurs européens vise à prévenir les gardes-frontières libyens pour qu'ils interceptent les migrants et qu'ils les renvoient vers la Libye. Plus de 32 000 personnes ont été renvoyées en Libye en 2021. Ce sont des personnes qui sont renvoyées vers la torture, vers la détention, vers le travail forcé. Et cette violence-là est presque aussi grave que la mort. Daniela Stauffacher, si on reparle aussi de la mort, si on reparle de ce prélèvement d'ADN, on a vu que finalement la vaste majorité des cadavres qui s'échouent sur les côtes en Sicile, en tout cas, n'ont pas de nom, n'ont pas d'identité. Donc cet ADN-là, ce prélèvement-là d'ADN est la seule possibilité pour les familles d'essayer de retrouver leurs membres morts en venant comme ça dans la Méditerranée. Est-ce que ce manque de systématique là, dans le prélèvement de l'ADN, est-ce que pour vous, c'est peut-être une violation des droits de l'homme? Est-ce que c'est une forme de dédain international? Le problème, c'est que vous savez, les morts, ils n'ont pas de droits humains. Non? Les droits humains sont réservés aux vivants. Et donc, à ce niveau-là, on a des difficultés de réclamer des droits qu'on a envers eux. Et qu'eux, ils peuvent réclamer, ils ne peuvent plus réclamer rien. Mais donc, bien sûr, on doit penser pas à eux, mais aux familles. Et eux, ils n'ont aucune possibilité d'avoir accès à des databanks, des bases de données, parce que c'est, comme vous dites, pas encore systématisé d'une manière bien pour pouvoir retrouver les gens. Et ça implique que les familles qui restent derrière, qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches, ne peuvent pas continuer avec leur vie. Déjà, émotionnellement, on peut comprendre que c'est difficile de continuer la vie si on ne sait pas si le frère est mort ou pas. Mais ça a aussi des implications très concrètes, juridiques. Si un orphelin ne peut pas montrer que sa maman a été est morte, alors il ne peut pas avoir accès à d'autres services qui seraient importants pour lui. Donc il y a ça, un cadre qui est important qui concerne les prélèvements. Charles Heller, je vous ai vu tiquer quand vous entendiez à plusieurs reprises dans le reportage le mot « guerre » qui a été prononcé par le responsable du cimetière notamment. Est-ce que c'est un mot qui est adéquat pour décrire ce qui se passe là-bas? C'est un mot, en tout cas, dans la communauté des chercheurs qui travaillent sur les frontières et l'immigration, qui est contesté. Certains l'emploient, d'autres pas. Le réseau Migro-Europe, dont je suis coprésident, utilise ce terme « guerre aux migrants » depuis de nombreuses années. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que depuis le début des années 90, l'accès au territoire européen est nié aux citoyens du Sud global et que cela les force à utiliser des stratégies clandestines pour traverser des frontières et que ces personnes-là sont désignées comme un risque, désignées comme des ennemis
et qui sont traités comme tels à travers des moyens militarisés et qui génèrent de manière structurelle un nombre très important de morts. On a parlé de 24 000 morts depuis 2014, plus de 48 000 morts documentés depuis le début des années 90. Et évidemment, il y a de nombreux autres morts qui ne sont jamais documentés, qui ne laissent d'autres traces que l'absence qui hante leur famille. Daniela Stauffacher, une dernière question sur le respect de la dignité. C'est aussi un mot qui a été utilisé dans le reportage et c'est aussi un mot qui a été utilisé pour parler de l'enterrement, des rites. Parfois, on se posait la question de la religion, parfois on faisait appel à un imam, parfois le prêtre venait pour faire, comme vous l'avez dit, un enterrement, une bénédiction en passant. Comment peut-on faire, Daniela Stauffacher, pour, avec, je ne sais pas, des rites ou quoi, pour enterrer ou pour donner du respect à ces morts? Oui, on peut déjà observer qu'il y a cet intérêt de redonner la dignité à ces personnes qui arrivent comme des numéros sur les côtes. Par exemple, une chose très forte qui est faite en Italie du Sud, c'est que les gens ont commencé à les donner des noms. Donc il y a des baptêmes même pour ces morts, où ils les appellent avec des noms italiens. Emanuele, Vittorio, même Giovanni Paolo II, des choses comme ça. Ça, on pourrait trouver affreux. Non, on pourrait dire c'est une appropriation. Peut-être cette personne n'était pas catholique, peut-être elle ne voulait pas ça. Mais moi, je juge ça, je vois ça comme chercheuse en religion, en sciences des religions, je vois ça comme un acte de redonner la dignité, de faire ces êtres humains plus ressemblables à moi-même, non, de les rendre humains à la fin. Et donc, mais le problème qui reste, c'est que ces personnes ont d'autres noms. Ils ne s'appellent pas Vittorio. Ce sont des gens qui ont une identité, mais qui a été perdue. Et donc, ce que moi je pense que ce serait important, c'est de créer des espaces dans lesquels on peut les héberger, on peut les donner, les accueillir, ces morts, pour faciliter une identification future pour les familles. Et aussi pour qu'ils peuvent être des accusateurs, pour qu'on voit le nombre des gens qui meurent devant nos portes. Merci. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.